s'en fait courir le mec de là. Quoi qu'il en coûte. Mais non, quoi qu'il en court. Quoi qu'il en court, ce n'est pas une, ce n'est pas deux, ni trois, ni quatre, mais 5 émissions spéciales autour du festival du court-métrage. Des cours, j'en ai vu, mais des comme ça, jamais. De 17h à 19h sur le 93.3. Des interviews de réalisatrices et de réalisateurs, des retours de séances, des chroniques, un showcase live tous les soirs de groupes locaux. Vous êtes sur Radio Campus, vous avez décroché le gros lot. Bonjour, bonsoir Clermontoise, Clermontois, vous êtes dans la 4e édition de Quoi qu'il en court. Je suis Thibaut, votre animateur, et je suis ici avec Jean-Bernard. Bonsoir, je serai uniquement votre air hostess pour quelques minutes avant l'arrivée des perturbations du Habi, la présidente du Fun. La présidente du Fun qui va se ramener prochainement, on ne sait pas trop quand elle arrive, mais bon. Aujourd'hui au sommaire, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a des retours de séance des amoureux du ciné, de Yabé. On a Ben qui va nous faire une chronique sur le passé, le présent et l'avenir du festival du court-métrage. Je crois que c'est plutôt l'avenir, il nous a parlé déjà du passé. Déjà du passé ? C'était le présent. Et il va nous ouvrir les portes de la perception. Ah yes, ce sera donc un triptyque temporel sur sur le court-métrage. Exact. On est là pour parler de ça. On a aussi invité le jury étudiant qui vont venir pour qu'ils nous parlent de leur position au sein du festival et en tant qu'étudiants et étudiantes. Et là, tu peux peut-être nous préciser un peu parce que c'est toi qui t'en es occupé. Alors on aura plusieurs personnes. On aura plusieurs personnes. Bon, comme vous le savez peut-être, il y a la compétition internationale, la compétition nationale et la compétition labo. Ils ont chacun leur jury professionnel. Et il y a aussi un jury étudiant pour chaque compétition. Et donc, il y aura un représentant ou représentante de chaque compétition qui viendra nous parler. Très bien. Et on a aussi une interview de la réalisatrice Sophie Beaulieu qui a fait le court-métrage Salem, qui est dans la compétition... nationale, internationale ? Nationale, je crois. Nationale, yes. Ah, voilà. Et alors que voici qu'arrivent les amoureux du cinéma. On les applaudit bien fort. Il est 17h03, vous êtes bien sûr Radio Campus. Voilà, Jean-Bernard, je crois, nous a aussi concocté un petit massacre sonore comme il les fait si bien. Oui, et comme j'ai pas eu le temps de répéter, je pense que ça va être parfait. Mais avant tout ça, on commence comme d'habitude avec un édito de notre cher Gaston, un édito, si je ne m'abuse, spécial La Bobo. Est-ce que juste on présente quand même, on dit quand même pour les auditeurs qui restent jusqu'à la fin parce qu'on va avoir quand même un live. Oh bébé. Live alors, c'est ça le luxe, dis donc. C'est ça le luxe. Oui, on finira avec un live du groupe Loxus, groupe de métal local, qui font du bon taf quand même. Exact. Ils font du bon taf. Bien sûr. Du bon taf. On les applaudira bien fort quand ce sera eux. Quand ce sera eux, j'ai dit on n'applaudit pas tout de suite parce qu'on commence avec, donc je disais, un édito de notre cher Gaston et Noah qui est aussi là dans le studio. Ouais, Gaston, on peut l'applaudir. Bonjour. Bonjour Gaston. D'applaudir. Alors un édito spécial La Bobo si je ne m'abuse. Et oui, c'est ça. Non mais c'est pas vrai. La Bobo, sérieux ? Tu vas encore essayer de nous faire croire que t'es pas un bobo en te moquant des bobos à vélo qui vont dans les labos. Vous allez voir, il va encore nous faire un édito avec plein de jeux de mots douteux. En plus, je suis sûre que tu comprends même pas ce que tu y écris. Ouais. Et vas-y, fais ce que tu veux. Bon, vous vous en souvenez peut-être de votre première fois. Allez, ne mentez pas, vous vous en rappelez très bien. Vous étiez là, debout, un peu mal à l'aise dans cette queue. Elle est là, votre première fois, votre première séance labo. Vous regardez d'un coin de l'œil discret les gens qui sont autour de vous. Ils ont a priori l'air normal. Certes, par rapport à votre ami chevelu qui disserte sur les labos et les madeleines de Proust à longueur de journée, c'est pas compliqué. Un peu honteux pour votre première fois, vous essayez de ne pas croiser le regard de la personne au ticket. Mais qu'est-ce qu'elle doit penser de moi, celle-là ? Vous vous mettez au fond pour ne pas que les spectateurs à l'arrière ne comparent votre crâne déformé à celui qui va sûrement s'afficher à l'écran. En plus, c'est sûr que vous ne faites pas partie de cette bande de freaks, amateurs de l'étrange cinéma qui ne respectent pas les codes de la bienséance populaire. Si c'est vrai que le cinéma mainstream, par sa platitude et son manque de relief, vous vide le cerveau, les séances labographiques, qui soit en passant auraient pu s'appeler labotomiques, vous retournent le cerveau. Alors après votre première séance labo, comme après une première bière ou une première cigarette ou une première branlée parce que vous n'êtes pas allé curer les vaches, vous vous dites « Aïe, on ne m'y reprendra plus ». Ouais, t'aurais aussi pu te dire ça après ton premier édito de la semaine. Oh.
Mais cette année, ce n'est plus le cas. Et si vous avez raté votre première séance en présentiel, et si vous êtes néophyte du néo-cinéma, c'est aujourd'hui votre néo-chance de découvrir le labo comme il se devrait. Plié en 4 dans votre canapé-lit, ou encore en faisant de l'aérobic, plat de la mer très apprécié des ovidés. Gaston, tu t'égares. Ah oui, je m'égare, plus que dans une séance labo. Et vous-même, vous savez qu'il est facile de s'y garer dans un labo, que ce soit en double fil ou en créneau de Dieu. Le plus dur, en tout cas, c'est d'en repartir, indemne. Vous voyez ce que je veux dire ? Installé confortablement ou pas, le court-métrage Labo ne laisse pas indifférent. Il peut par contre laisser deux différents avec vos voisins, après avoir essayé de leur expliquer à quel point ce documentaire expérimental était trop cool. En ce qui me touche le plus dans les labos, moi, c'est que c'est une critique amère et réelle de notre condition humaine et de notre méfait dans le monde. Et oui, ça finit souvent comme ça, la discussion. Tout le monde est d'accord pour dire qu'ils ont compris ce qu'un autre n'avait pas compris. Me comprenez-vous ? En tout cas, c'est sûr qu'on n'y va pas pour enfiler des perles. Nous pouvons cependant tenter une dissection des labos en plusieurs catégories. Mais en fait, pour chaque catégorie, il n'y aurait qu'un court-métrage puisque les labos sont uniques. Bon, on va pas faire comme ça. Bon alors, comment on va faire pour en parler à la radio ? Eh ben, on n'a qu'à juste parler de ce qu'on a vu et dire ce qu'on en a pensé ou pas pensé d'ailleurs, parce que ça peut arriver de pas penser pendant un labo. Attention, parce qu'il y a aussi ceux qui pensent beaucoup et qui peuvent parler pendant plus longtemps que la durée même du court-métrage sur celui-ci. Non mais la portée épistémologique du défilement saccadé d'images à teneur symbolique de lacs aérophagiques, moi ça m'a touché au plus profond de mon âme. Ah ouais d'accord, ok, ouais. Ah ouais. Ouais, il a fait des études de lettres. Ouais, c'était ça l'odeur en fait. Bon alors, comment on fait Gaston pour en parler des labos ? Eh ben si on n'a pas les billes, on peut par exemple, on se laisse emporter dans notre inexpérience cinématographique, guidée par notre expérience du vécu. Laissons donc remonter les souvenirs et l'expérience. Quand j'étais petit, par exemple, j'avais la phobie des menthes religieuses. Eh ben je peux dire qu'il m'a bien accroché ce mad locataire où ils ont placé une de ces bêtes dans une petite maquette et filmé et capté le son de très près. Puis quand c'est pas les gros plans, c'est les dialogues un peu capillotractés qui me touchent, comme dans ce cours-là. Con ơi, mà con đi tắm xong bao giờ chưa? Chìm sâu giấc ngủ, cũng như là thả mình vào dòng nước. Chỉ vài phút là sau khi ngủ, hay là chìm mình ở dưới sông, thì mọi linh hồn đều trong sạch và vô tội như trẻ con vậy. Cái dòng sông đó nó tốt bụng, tha thứ cho con và những người mắc lỗi, cũng như là cái giấc ngủ á. Tha thứ cho chủ nhân của nó như vậy. Waouh, ça me touche tellement ces paroles de vieux bouddhistes vietnamiens qui portent des écouteurs Bluetooth et un œil éclaté. Franchement, il n'y a vraiment que en labo qu'on peut être touché comme ça. Ah ouais, tu parles vietnamien couramment toi maintenant. Phai anh la bonne. Il y a aussi ce passage que j'adore dans Dark Matter. Mais Gaston, il n'y a pas de dialogue ni de son dans Dark Matter. Bon, mais on peut aussi être touché dans son âme par le silence. Ce qui est pratique avec les labos, c'est qu'il est facile d'aimer ou de ne pas aimer un labo, et ce, pour n'importe quelle raison. Et pour traiter du réel, pour se rattraper un peu, parmi les 26 films courts-métrages sélectionnés, il y a quand même 10 documentaires. N'oubliez pas la mention expérimentale tout de même. Ces documentaires vous emmèneront en immersion dans des événements que vous connaissez sûrement. Mais là, c'est presque comme si vous y étiez, et plus encore. Les labos, décidément, c'est comme si on y était sans y être, mais en y étant un petit peu dans la tête de tous ces réalisateurs fous. Nous y sommes donc, c'est la fin de cet édito, et puisque nous y sommes, restons-y donc dans la tête de tous ces mauvais penseurs. Merci Gaston pour cet édito. Et nous avons l'arrivée de la présidente du Fun, mais juste à temps pour notre première musique, Out of Time Man de Mano Negra.
wash to the floor was so lazy. Time gonna do it again. Now I'm stressed and strained with a hanger and pain. In a subway train, long gone the rendezvous. Time made a fool out of me. Oh baby, can't you see? So time to tragedy. This girl would wait for the out of time man. Time don't fool me no more. I thought my wash to the floor was so lazy. Time don't do it again. Now I'm stressed and strained with a hunger and pain. In a subway train, long gone the rendezvous. Time made a fool out of me. Oh baby, can't you see? So tell me tragedy, think it's night when glasses stand. This girl would wait for the out of time man. Long gone the rendezvous. Time made a fool out of me. Oh baby, can't you see? So tell me tragedy. Long gone the rendezvous. Time made a fool out of me. Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. So tell me tragedy. Long gone the rendezvous. Time made a fool out of me. Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. So tell me tragedy. Long gone the rendezvous. Time made a fool out of me. Oh baby, can't you see? Vous êtes toujours sur les ondes du 93.3 et on avait annoncé son arrivée. Elle est à présent arrivée, la présidente du Fun. Elle est là, c'est moi. Bonjour. Bonjour. Ça va C'était cool. C'était cool sans toi. C'était quand même bien mieux quand t'étais pas là. Ouais, si tu veux, je peux partir. Mais je rigole. Tu sais, j'ai des cours à regarder, j'ai des choses encore à faire. J'ai une vie, tu vois. Tu as une vie? Oh. Le court-métrage me prend tout mon temps, donc c'est pour ça que... Eh bien, je t'envie d'avoir une vie. Mais bon, parlons plutôt de court-métrage. Nous avons plusieurs retours de séances prévus. J'ai nommé en premier les amoureux du cinéma, Charlie et Françoise. Meilleur. Bonsoir. 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 Vous vouliez nous parler de 3 films. Oui, alors on va vous parler d'un premier film qui est dans la série F8 et qui s'appelle La Chamade. La Chamade, comme le cœur qui bat la chamade quand on est tout jeune. C'est un film de Emma Semeria qui dure 9 minutes et qui est fort intéressant. Alors une question, est-ce que vous savez tous, à vos âges déjà avancés, vous savez tous embrasser avec la langue? Ah non, jamais. Faire une French? Jamais fait. Eh bien alors, je vous recommande d'aller voir le film La Chamade, puisque c'est justement la question que se pose l'héroïne Camélia. Elle a, je sais pas, on va dire qu'elle a 12, 14, peut-être 14 ans. C'est la fin de l'été et elle appréhende un peu la rentrée des classes parce qu'elle est très amoureuse d'un plus grand au collège. Oh là là. Et elle voudrait bien quand même montrer qu'elle sait faire. Et or, elle se demande si elle saura embrasser avec la langue. Et donc, dans cette question quasiment existentielle, dans ce questionnement, elle va demander à son meilleur copain Salah s'il veut pas lui apprendre. Et donc, on assiste pendant une dizaine de minutes au cheminement de ces deux jeunes adolescents. Lui qui se demande bien s'il va le faire, s'il va pas le faire, pourquoi il le ferait et où ça va l'amener. Elle qui vraiment, elle est sur la technique. Elle voudrait vraiment y aller pour apprendre la technique, pour se faire moins peur le jour de la rentrée des classes. Tout ça dans un très beau paysage qui peut être... ça pourrait être les gorges de l'Ardèche, ça pourrait être les gorges du Tarn, ça pourrait être un beau paysage de Cévennes, une belle lumière de fin d'été. C'est très joliment filmé dans cette lumière de fin d'été et c'est très joliment interprété par une petite Maya Ben David et Salah Ralmia, je crois que j'ai noté. Kralmia. Voilà, et je vais laisser Charlie nous en parler. Moi, ça va être vite fait. Pour moi, c'est très, très méchant ce que je vais dire. La gamine, c'est une midinette de 15 ans qui a besoin de... Non, à 15 ans, elles savent déjà embrasser avec la langue. De 13 ans, excuse-moi, de me suis trompé sur les âges, il n'y avait pas marqué son adolescence sous l'écran. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'en fait, c'est une petite gamine
qui considère que le baiser est un jeu, alors que lui, s'il considère qu'on ne brasse pas sans sentiment, et qu'à partir de là, il est très gêné, très, très distant, et qu'au fur et à mesure de l'après-midi qui s'écoule, il commence à se rapprocher d'elle pour vraiment l'embrasser dans le sens baiser du terme, et que là, ce petit film montre la différence qu'il y a entre des gamins du même âge, mais pas du même sexe, et la maturité d'esprit qu'il peut y avoir dans la signification du baiser. Ouais. Voilà, un joli petit moment, c'est sympa, c'est rafraîchissant. Ouais, Ce questionnement-là est rafraîchissant. Ça a l'air très pur, très enfantin, dit comme ça, comme manière d'aborder le baiser, de découvrir tout ça. Non, mais c'est bien fait comme court-métrage. D'accord, ok. Qu'est-ce que représente le baiser pour des adolescents ? Oui, Oui, c'est pas un jeu, en tous les cas. Alors, le deuxième film qu'on vous propose, c'est un film étranger israélien qui est sorti de la série I3 et qui s'appelle Aïn Levana, qui a été tourné, j'ai pas noté par qui il a été fait. Donc, c'est un film israélien qui dure une vingtaine de minutes, qui va nous raconter l'histoire d'un jeune homme qui va vivre une histoire qui est entre Ubu et Kafka. Ce jeune homme, il s'était acheté un vélo pour aller travailler. Il s'est fait voler son vélo il y a un mois à la plage. Et un samedi soir, il se balade dans des quartiers plus ou moins festifs, plus ou moins interlopes de je ne sais quelle ville, qui pourrait être Jaffa, Tel Aviv ou je ne sais quelle ville d'Israël. Et il va découvrir sa bicyclette à lui, la sienne, il la reconnaît. Il y a un autocollant bleu, il y a un truc que lui avait offert une copine, il y a un cœur rouge, enfin c'est la sienne. C'est la mienne. Et elle est attachée à un poteau, et donc il essaye de la détacher, il peut pas. Et il va découvrir que cette bicyclette a été achetée tout à fait normalement par un brave gars qui travaille dans la boîte à côté, qui est une boîte d'abattage de viande apparemment. C'est un Érythréen, et donc on va découvrir, la situation est ubuesque parce que lui il veut juste récupérer son vélo qu'on lui a volé, et l'autre il lui dit mais c'est mon vélo aujourd'hui, moi je l'ai acheté, j'ai acheté 250 shekels la semaine dernière, je l'ai trouvé une annonce sur le Bon Coin et je l'ai acheté et j'en ai besoin pour aller travailler. Tu vois bien que j'ai mis un siège pour enfants derrière parce que j'ai besoin aussi pour emmener ma fille. Et donc notre héros, il est un peu perplexe, il cherche une scie pour faire sauter le verrou. Il y a les flics qui arrivent là-dessus et les flics lui disent mais nous on peut pas faire sauter le verrou, c'est pas dans nos attributions. Donc tout le monde tourne autour de ce vélo. À un moment donné, les flics devant le travailleur des abattoirs lui demande s'il a son passeport sur lui. La patronne qui est sortie lui dit mais qu'est-ce que ça a à voir le passeport de ce garçon avec l'affaire. Mais les flics lui demandent son passeport et on va tomber dans un autre monde, c'est-à-dire que ce garçon érythréen qui travaille dans l'abattoir, il est compagnon avec une douzaine d'autres travailleurs clandestins qui n'ont pas de visa de travail et qui n'ont pas vraiment de passeport et qui n'ont pas de papier en règle. Et les flics vont s'accrocher à ça en disant non mais ça bon, le problème de la bicyclette est résolu, il va être expulsé et tu vas récupérer ton vélo. Et notre héros qui s'était fait voler son vélo, il est très mal à l'aise avec ça, parce qu'il n'a pas du tout envie d'être responsable du bannissement ou de l'exclusion. Et il l'a été, et c'est justement en voulant faire justice qu'on est parfois injuste, si je peux me permettre. Voilà, c'est ça une certaine... philosophique, en effet. Ouais, moi, j'y vois toujours des choses. J'essaye de comprendre ce qu'on veut nous montrer, mais là, on est effectivement dans un pays où effectivement il y a beaucoup d'injustice. Personne ne va dire le contraire. Et qu'en fait, des travailleurs émigrés, j'allais dire indépendants, non, ils sont pas indépendants, sont toujours pris de la même manière que dans nos chères contrées lointaines ou proches, et que l'injustice là frappe aussi ce pays-là. Une question donc qui est soulevée par le court-métrage Aïn Levana et de Tomer Chouchan. Je viens de trouver le réalisateur. Merci. De rien. C'est un breton, Chouchan ? Non. Pardon. C'est plutôt bien fait, ça interpelle parce que ça pose des vraies questions. Il y a le côté kafkaïen de ce vélo, il est à qui aujourd'hui ? Il est à celui qui l'a acheté tout à fait légalement, il est à celui à qui on l'a volé, et où est ma responsabilité à moi dans le renvoi chez lui de ce travailleur érythréen qui n'a pas un avenir bien lumineux devant lui. C'est toujours triste les histoires de vol de vélo, un peu. À chaque fois qu'il y a un film qui commence par un vol de vélo, c'est... Ça avait commencé quand même avec Fellini et le voleur de bicyclette. Hein. Voilà, donc les références sont... C'est une problématique qui nous touche fortement, nous autres les bobos. Ouais, ça tombe bien, je sais pas monter à vélo. Ceux qui ont des vélos pour aller travailler, surtout. Voilà, par exemple. Mais il y a peu de travailleurs clandestins parmi nous.
Un peu de travailleurs d'ailleurs. Je suis pas clandestin. Et donc, ce troisième film. Le troisième film, le troisième film est extrêmement intéressant. J'en parlais hier avec la chroniqueuse cinéma qui nous a parlé de Chienne hier. Klasina. Klasina, oui. Klasina. Qui est présente ici. Il est extrait de la série I4 et il s'appelle Happy Ending. C'est un film américano-chinois ou sino-américain, c'est comme vous voulez, de Mei Liu, qui va nous conter, comment pourrais-je vous dire, l'histoire d'un vieil homme. Il n'est pas si vieux que ça, il bosse. Il est gros, il est fort. Un homme sans âge, un homme quelconque, un homme qui fait pas de bruit, que personne ne remarque, à qui personne ne le parle. Il me fait penser à la chanson de Goldman, Elle met du vieux pain sur son balcon, parce qu'il y a longtemps que personne ne l'a touché, et on va y revenir. Son boulot, c'est de compter le nombre de gens qui rentrent et qui sortent d'une patinoire. Voilà, donc il a un espèce de compteur et il compte les gens, et les gens quasi le bousculent, mais personne ne lui parle jamais. Et après, il refait la glace sur sa machine, sur la patinoire. Et après, il va manger, il a son restaurant à côté, et il a sa place au restaurant, et il ne faut pas lui déranger sa place. Oui, surtout pas. Hein. Il y a un côté ordre établi, il va manger. Il fait quand même 150 kilos, quoi. Ouais. Et il a dans le fond de sa poche un petit flyer d'un salon de massage qui a dû lui être remis ou qu'il a trouvé, on ne sait pas. Oui. Il est chiffonné, il est au fond de sa poche et de temps en temps il le sort, il le regarde, son petit ticket. Et dans cette vie qui est d'une tristesse infinie et d'une solitude absolue, tout d'un coup, il va décider d'aller au salon de massage. Et donc, il va se retrouver avec une jeune chinoise qui lui parle, qui le touche, qui le masse, qui lui masse. Et qui lui demande de se déshabiller. Qui lui parle sur un plan égalitaire. Il n'est pas moins que les autres. Il est exactement comme n'importe quel autre client. Elle lui tient le même discours à tout le monde. Elle valorise son travail qui est difficile et qui fait qu'il a le dos tout noué et qu'il a très mal et que ça va le soulager, ça va lui faire du bien. Voilà. Et cet homme, il est tout halluciné d'avoir tout d'un coup quelqu'un qui lui parle et qui le touche. Et qui lui fait du bien. Et qui lui fait du bien. Et ça va s'améliorer. Et à un moment, cette jeune femme, elle est prise par un coup de fil personnel, elle s'éloigne, elle répond. Il y a une scène qui est assez particulière. Elle répond à sa fille. On comprend au travers des dialogues qu'elle souhaite un bon anniversaire à sa fille dont elle est séparée. On ne sait pas si la fille est loin, si elle est petite, si elle est grande. En tout cas, elle parle à sa fille, elle lui souhaite un bon anniversaire de loin. Et cet homme se met à pleurer sur la table de massage. Et moi, je ne saurais pas dire s'il pleure parce que tout d'un coup, il a de l'émotion d'avoir été considéré, touché, ou s'il pleure parce qu'il entend la conversation de cette femme qui elle-même est séparée de sa fille. Il pleure de témoignage, il est témoin de quelque chose de tellement beau, du coup... Quelqu'un s'intéresse à lui. En tout cas, il pleure. Quelqu'un le touche, quelqu'un le caresse. Et ensuite... Peut-être une combinaison des deux sentiments. Ah ben, elle n'en avait pas de combinaison. Elle n'avait donc... Voyons. Et justement... Puisqu'on y arrive, on arrive au happy ending. Je ne sais pas, bien entendu, vous avez tous entendu parler de ce qui s'appelle le happy ending. Et donc, elle va lui pratiquer la finition du massage. Et là, il va avoir un choc cosmique, cet homme. Vortex. Ah, mais c'est simple. Moi, j'avais pas entendu parler jusqu'à hier. Alors, voyons voir toutes les périphrases qu'on peut utiliser pour non, on n'est pas des branleurs, mais non, mais c'est clair. C'est par rapport à ça. Ça se finit d'une manière assez bizarre, effectivement, et c'est un procédé. On ne sait pas si elle le fait ou si elle le fait pas. La question, c'est à la fin. Il faut voir tout le film pour voir ce qui se passe. On voit qu'elle essaye j'allais dire de s'attaquer. Elle s'y attaque pas, mais à cette partie de son anatomie, elle essaye d'atteindre, de le déshabiller, et il a un mouvement de recul. Il faut reconnaître qu'il faut contourner la colline qui a avant l'anatomie, parce qu'il est assez imposant en taille. Voilà, c'était notre récolte de courts-métrages. C'était très tendre, et... Oui, ça paraît vraiment extrêmement... le mot qui m'est venu à l'esprit, c'est un court-métrage où on pouponne les émotions, le corps... Absolument, pouponner, c'est le cas de le dire. Ouais. Le poupon était là. Et ça finit comme l'affiche du court-métrage de cette année. Oh, bien vu. Cosmique. Une explosion sentiments. Peut-être. Imaginez. C'était notre récolte du jour. Donc, Happy Ending dans la série I4, Ain Levana dans la série I3 et La Chamade dans la série F8. Voilà, aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup pour cette belle récolte. Merci à toi. Maman disait toujours... Le festival du court-métrage, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quelle séance on va tomber. Nous avons maintenant Ben qui vient sur le plateau pour nous proposer... Ça va ?
Oui, j'ai mangé des crêpes à midi. T'as mangé... Oh, chanceux. Chanceux. Elles étaient bonnes? Oui, en plus, Aussi imagine. Aussi bonnes que la chronique que t'as préparée? Elles étaient plates. J'en sais rien, tu demanderas à ma mère. Bon, de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui? J'ai parlé du passé, est-ce que c'était mieux avant? J'ai parlé du présent, c'est mieux maintenant. On va parler du futur. Voilà, alors la question... Mais dans le turfu... Est-ce que vous aimerez le court-métrage? Oula. Est-ce que vous aimerez le court-métrage? Même dans le futur? Ça dépend si... Bande de lèche-cul. Voilà, alors c'est la dernière. J'aurais pu faire une dystopie, Black Mirror. En 2049, le court-métrage mettra l'éclair dans les salles. Ou alors façon Pépé Malin. Tu te souviens? Eh ben non, t'étais pas né. Le cours pendant la grande pandémie, quand Blanquer faisait de la gym. Non. C'est vu, c'est entendu, c'est rabâché, c'est remâché. C'est ma dernière chronique. Alors, normalement, il faut avouer ses erreurs, il faut confesser ses péchés. Pardonnez-moi, chère Roselyne Bachelot. Quoi, Pépé? Dis Wallah, c'était elle la ministre de la Culture en 2020. Putain de sa mère. Oh là là, pardonnez-moi d'avoir dit que j'ai regardé Isis et que j'y ai trouvé une froideur délicatement belle dans une critique acerbe de la société capitaliste. Non, voilà, alors que je ne l'ai pas regardé. Bon, voilà. Pardonnez-nous de ne pas avoir mis de masque quand Jean Castex parlait, parce que même avec un masque, c'est un point commun que j'ai avec lui, on arrive tous les deux à puer de la gueule, voilà. Voilà. Mais je m'égare, le court-métrage, ce sera mieux demain, tout simplement. Car, comme le dit la phrase, tout ira bien, tu verras. N'imaginez pas, vous n'y arriverez pas, on arrivera à tromper la mort, l'ennui, nos conjoints, en se fabriquant des souvenirs sur ordinateur. Comme dit le proverbe, le pire des péchés, c'est de ne pas cultiver ses talents. Et à Clermont, justement, le cinéma en est un. De talent ou de péché, c'est vous qui choisissez. En format court, l'inspiration nous manquera peut-être, mais il y aura toujours des thématiques, voilà, sur des pays que personne ne voudra visiter ou fera semblant d'aimer ou de connaître. La Rhodésie-Macronie du Sud, ah là là, c'est Saut 2049. Une petite sélection avec des pépites. Il y aura plus de café, plus d'alcool, plus de clopes, plus d'eau. On pourra se soulager. Non, on ne pourra plus se soulager dans 10 litres d'eau potable aux toilettes. On aura des masques intégrés, des ouvre-paupières pour ingurgiter la totalité des films en non-stop. Internet, bien sûr, aura été remplacé par des rats pigeons voyageurs. C'est tellement plus pratique. Et puis la connerie, grâce au cinéma, grâce au court-métrage, aura disparu. Je rigole. Non, elle est toujours là. Si regarder des films permettait de devenir moins con, Roman Polanski serait déjà président de la République. Toujours séparer l'artiste de son œuvre, c'est important. Et les artistes des enfants. Mais pardon, il s'égare. Le court, que c'est là, mettra du cœur à l'ouvrage et le pied à l'étrier. Ben oui. Hein, il y aura plus de trottinettes ou de vélo bobo électrique ou de voiture machin. On se déplacera en poney, en cheval, en jument. Les rues seront à nouveau remplies de déjections de chevaux. Voilà. Charlie sera président du cours et Françoise Dulon. Il y aura 2 festivals. Ça fait envie, hein. Un marbré au chocolat, s'il te plaît, Françoise, sans sucre. Voilà. Merci. Il est bon en plus. Elle sera pas belle la vie? Hein? Alors vous l'aimerez le court-métrage? Là oui. Oui. Vous l'aimerez ou pas? Oui. J'entends rien du tout. Vous l'aimerez ou pas? Oui. Voilà. Plus de remise de prix. Des rations d'eau potable arriveront sur le dos des pigeons voyageurs pour les vainqueurs. Bon, quand je dis comme ça, on dirait un petit peu un pote qui vous invite à une soirée à laquelle vous n'avez pas envie d'aller. Genre, tu vas croiser ton ex ou des gens que t'aimes pas. Mais viens, je te dis, le court-métrage, ça sera mortel. La mort aux trousses, la brousse à morve, j'adore la mousse. Mais je m'égare. Ce sera même obligatoire, le cours. Comme le chômage, la pédophilie, les élites déchues et perdues et les conseillères pour l'emploi assassinés. Wow, Marty, nom de Zeus, viens avec moi dans la DeLorean. On pourra peut-être changer le passé et donc l'avenir. De grâce, Kelly, ne changez rien au présent. Vive le cours. Vive le cours. Vive le cours. Merci Ben. Café, s'il vous plaît. Allongé? Non, cours le café, toujours, cours. On remercie donc Ben pour cette chronique et on peut l'applaudir. Oui. C'était Allez, il excellent. mérite un deuxième. Et on a donc un nouveau retour, un autre retour de séance de Yabé. Bonjour Yabé. Bonjour Thibaut, bonjour Abi. Ça va? Bonjour Charlie. Bonjour. Yes. Eh ben oui.
Moi, je suis content d'être là. Du coup, ça va être la seule chronique. Et puis, c'était aussi pour participer. Donc, hier soir, pour la 3e fois, depuis le début de la semaine, on se demandait quelle séance on allait bien pouvoir regarder. Il n'y a pas à dire, sauf qu'il peut, le court-métrage a fait très fort. Aucun bug, aucun flop. Le festival international est à la hauteur des aléas du confinement. Le streaming marche, mais l'effet du cinéma sera-t-il le même ? Ouais, mais la séance du coup National 5, 4 vidéos, 88 minutes. On l'a choisie non pas au hasard, mais dans l'urgence de l'indécision. Elle s'ouvre avec une fiction expérimentale, à propos de Lanzarote en général et de Michel Houellebecq en particulier, de Vincent Tricon. Lanza quoi ? Lanzarote, une île des Canaries au large de la côte africaine administrée par l'Espagne. La caméra mélange les genres mais garde toujours le même point de vue, subjectif. Le travelling avant version Google Maps amène notre regard des satellites à cette terre en plein océan Atlantique. La narratrice raconte son histoire, une idylle, entre Jackie, serveuse dans un bar à touristes, et Houellebecq, qui a laissé entre autres des rushs jamais diffusés. Elle égrène les souvenirs de Jackie en suivant les traces de Michel. Le premier regard échangé, le premier sourire esquissé, la première nuit, le premier lendemain qui chante, le suivant qui en chante moins, et puis tout le reste qui déchante. Et si tout cela n'était qu'une mythomanie de Jackie ? Qu'importe, le dernier cliché résume à lui seul le cours. Une vieille photo jaunie, Jackie au premier plan, debout, dos à la mer, et l'ombre de Michel, projetée dans le champ. Non, pas merci qui, non. Mais du coup, les autres Des bombes. Le deuxième film est un documentaire, Math et les gravitantes, de Pauline Pénichou. Là, on est plongé au beau milieu d'un groupe de jeunes femmes à la découverte de leurs intimités. Entre spéculum et recherche de col de l'utérus, c'est tout un pan de la sexualité qui est remise à l'honneur et à l'endroit. Et une éducation sexuelle à repenser qui est mise en pleine lumière. Entendez trop phallocentré ou pas assez clito-exprimé. Le clitoris, par exemple, qui pour l'une ressemble à une tulipe, si on inverse le schéma, de leurs envies, de leurs doutes, de leurs émotions, de leurs questionnements, de leurs différences de point de vue, de leurs souhaits aussi, on en ressort grandi et surtout instruit. Matt d'ailleurs a un très joli mot de la fin. J'ai souvent fait l'amour pour faire plaisir, mais j'ai rarement joui. Maintenant, j'ai envie de jouir. Quand même, c'est beau comme vision de l'amour. C'est beau, ouais. J'aime beaucoup. Et il en reste encore 2. Et 2 très bons. Jour et nuit, une fiction signée Mélanie Matranga. Au restaurant asiatique à la table, 3 jeunes gens attendent une 4e qui arrive, en plusieurs plans. La retardataire est étrangère, chinoise, les 3 autres français. La française ouvre le bal en anglais, ramène sa science, toujours en anglais, par respect pour son ami qui ne comprend pas le français. Doctorante en anthropologie, sujet de thèse, la cueillette en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Aussi intéressante qu'un rasoir à couper le beurre. La caméra le lui rend bien, elle respire la chiantitude, mais garde bonne figure et l'attitude. Elle parle du mal alpha, une conception occidentale, celui qui respire bon l'instinct animal. Elle ne le sent pas chez son mec, plutôt chez son voisin. Mais celui-là est aveugle à ses clins d'œil, il n'a Dieu que pour l'autre femme, qui ne parle pas leur langue. Repas faisant, ces 2 oiseaux avalent soupes et assortiments, n'aiment salade, pâte et bière, comme les 2 autres, leur salive. Parce que visiblement, il y en a qui aiment, d'autres qui ne goûtent pas. La jeune femme chinoise cherchait un toit pour attendre le jour, lui cherchait une femme pour passer la nuit. Et vous faites quoi ? Ah, c'était beau. Ah ouais. Et un dernier pour la route, peut-être, non ? Et pour finir en beauté, une pépite. La fiction documentaire de Johan Rakotoa Rissoa. Nous ne sommes pas encore morts. Celui-là, il réveille les sens. Immergé dans une nuit ukrainienne, un groupe de jeunes lycéens traverse la ville avec la fureur de vivre. Olès et Sergueï sont amis. Olès est appelé sous les drapeaux. Demain, il doit se présenter à son examen médical. Sergueï le convainc de faire une dernière virée. Promis, il sera rentré avant minuit. Le genre de promesse que tu sais déjà qu'elle ne sera pas tenue. Il y a les autres amis, le couple bien assorti et la copine célibataire, Stasia, celle qui doit partir étudier en Allemagne, qui a un petit faible pour Olès. Et Olès, qui ne sait pas, ou fait semblant de ne pas avoir. Olès doute. Sur la plage, autour du feu, à la question « Que vas-tu faire dans un an ?», il a la réplique sage et lucide. « Je ne sais même pas ce que je vais faire dans un mois. Alors dans un an, je préfère voir, jour après jour. » Mood. La finesse de l'équipe, et enfin surtout de l'écriture aussi, met en exergue les sujets de fond qui envahissent leur quotidien. La guerre, l'absence de perspective. Et la forme, caméra au point, sublime le jeu des acteuries et CES, inclusivement oblige, en boîte de nuit et sur le toit d'un immeuble désaffecté au lever du jour. Les plans de couple lui donnent des faux airs de New York, vus des gratte-ciel. Et Sergueï qui, après avoir jeté le téléphone d'Olès, puis le sien, de lui dire « Comme ça, ils ne pourront pas nous retrouver. Elle est peut-être là, la liberté. » Wow. Yes, derrière nos écrans d'ordinateur et nos télés, elle est là, la liberté.
Merci beaucoup pour ce retour de séance très beau. Il y avait, t'as une plume que j'adore. Voilà, bon. Je vous propose une petite musique. Yes. Un petit MPL. Je sais que notre technicien, il aime bien. C'est qui MPL? MPL, c'est un groupe lyonnais qui avant s'appelait Ma Pauvre Lucette, comme oh ma pauvre Lucette. Et maintenant c'est juste MPL parce que c'est à la mode, les noms d'artistes. Les lettres, en trois lettres comme ça. SCH, PNL, Joule, JUL. Ouais. Pétition pour qu'on l'appelle JUL dorénavant. En fait, ça s'appelle Ma Pauvre Lucette parce qu'il y a toute une légende concernant une meuf du groupe qui est morte qui s'appelait Lucette. Et à chaque séance, à chaque concert, il y a un tas de cendres qui est promu justement sur la scène. Et en disant c'est Lucette. Oh merde. Oh merde, parce que là, du coup, j'ai des frissons. Là, je revois tout le premier album sous un angle différent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est un fake ou pas? On sait pas. Et justement, c'est cette incertitude qui fait que la musique est belle en plus. Ma pauvre Lucette. On enregistre le silence. Que vivre bridé, la ville j'étais pas doué pour ça. Mais il n'aurait pas dû me pousser, je dérive comme un bout de bois. D'ici les façades de western paraissent encore plus fausses qu'en haut. Les hommes en costard noir et terne traversent les ponts, courbent le dos. Oh. Capitaine, plus moussaillon, je déborde par l'ouest, on verra bien. Je pars mettre à plat l'horizon, car l'océan n'est pas si loin. Passer la ville et ses projets, la ville en friche est affaiblie. On n'est pas si mal sous les quais, on donnerait pas cher de leur vie. Ils m'ont jeté à l'eau, comme c'est bien fait, je n'attendais que ça. Moi j'ai toujours fait de mon mieux, ça les étonne mais je ne coule pas. Depuis je regarde passer les berges, j'attendais que ça pour tout lâcher. Une petite brasse pour l'homme moderne qui perd un peu pied. Ils m'ont jeté à l'eau. Les échassiers remplacent les grues dans un changement d'échelle brutal. Toujours pas de traces des disparus, je garde l'œil et le moral. Les berges que les marées inondent, dans les marais, nature et reine. Plus un être humain à la ronde, on redevient sauvage sans peine. Oh. On ne naît pas seul, on le devient. Je navigue où courant me mène, ma tête se balade là au loin. Pendant que le corps est à la traîne, j'ai bien tenté de sortir de l'eau. Un coup de soleil sur le front, je m'enlise en cherchant du repos. Et j'ai les pieds qui traînent dans le fond. Ils m'ont jeté à l'eau, comme c'est bien fait, je n'attendais que ça. Moi j'ai toujours fait de mon mieux, ça les étonne mais je ne coule pas. Depuis je regarde passer les berges, j'attendais que ça pour tout lâcher. Une petite brasse pour l'homme moderne qui perd un peu pied. Ils m'ont jeté à l'eau. Et la mer s'ouvre brusquement au détour d'un dernier virage. Je n'hésiterai pas longtemps, c'est l'Amérique ou le rivage. Je serais allé aussi loin que la raison me le permet. Et puis je n'ai pas les moyens, ici au moins les gens sont vrais. Ils m'ont jeté à l'eau, comme c'est bien fait, je n'attendais que ça. Moi j'ai toujours fait de mon mieux, ça les étonne mais je ne coule pas. Depuis je regarde passer les berges, j'attendais que ça pour tout lâcher. Une petite brasse pour l'homme moderne qui perd un peu pied. Ils m'ont jeté à l'eau.
Ils ont tous deux un très beau message. Ils vont être contents. Comment? Ils vont être contents. Sur la mémoire de mon père, je l'aurai court que court, quoi qu'il en court. Vous avez ma parole. J'ai quand même un peu honte de ce jeu de mots dans ce jingle. Bon, j'ai choisi cette musique pour faire le lien avec le jury étudiant, parce que bon, dans mon interprétation personnelle de la chanson, évidemment, c'est on se jette à l'eau, on part à l'aventure, et ce sont des grands artistes, des Lyonnais quoi. Et du coup, c'est un peu ce partir à l'aventure artistique que je ressens dans cette chanson. Et en parlant de partir à l'aventure artistique, je suis ici en compagnie de 3 membres représentantes du jury étudiant du court-métrage. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors moi c'est Léonore, je suis représentante du jury Labo étudiant. D'accord, Moi, c'est Loubna et je suis pour le jury international. d'accord. Et moi, c'est Lola, je suis dans le jury étudiant national. Ok, vous faites quoi comme étude, juste par curiosité ? Alors moi je suis à l'école supérieure des beaux-arts de Clermont-Ferrand. Moi, la Cinéfabrique, une école de cinéma à Lyon. Et moi, je suis en fac de ciné à Paris. D'accord, donc toutes, c'est tous elles vos pronoms ? Oui. Ok. Donc toutes en études d'art, donc voilà. Alors, est-ce que vous avez déjà participé au festival auparavant en tant que spectatrice, en tant que bénévole ? Moi, l'année dernière, en tant que spectatrice. Moi aussi, en tant que spectatrice. D'accord. Spectatrice aussi, en présentiel. En présentiel, oui. Ouais. À l'époque où il n'y avait pas le Covid. Et donc, comment est-ce que vous vous êtes retrouvés à vos jurys respectifs ? Alors Labo, c'est la première fois qu'il y a un jury Labo étudiant. Ah oui ? Ouais. Cette année, c'est la 20e année de la catégorie Labo et ils ont créé en partenariat avec l'école supérieure d'art un jury Labo étudiant. Oui, j'ai vu, si je dis pas de bêtises, sur le site du court-métrage que tous les jurys, tous les membres du jury étudiant Labo sont des Beaux-Arts de Clermont. C'est ça, on est tous d'années différentes, mais on vient tous des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand. D'accord, ok. Nous, au jury international, c'est beaucoup plus différent. Il y a une personne, Zoé, qui vient, elle, fait pas du tout d'études de cinéma. Mais après, au niveau des sélections, je sais pas vraiment, on a tous un lien, par contre, on sait tous parler anglais, plus ou moins. Mais c'est tout. D'accord. Et toi, du coup, fac de ciné, j'imagine que le festival du court-métrage, ça va dans la continuité de tes études ? Oui, c'est ça. D'accord. Bon, parlons de vos compétitions respectives. Comment est-ce qu'elles se différencient ? Alors d'abord, ce qui m'intéresse, c'est international versus national. Quelle est vraiment en fait la différence, à part le pays d'origine des films ? Est-ce qu'on recherche quelque chose de différent dans un film vainqueur en fonction de s'il est francophone ou non ? J'ai l'impression qu'à l'international, c'est un peu plus dur, puisqu'en fait, on a un peu le gratin de chaque pays. Donc, du coup, on a vraiment des films qui sont tous super qualitatifs et c'est un peu plus compliqué de choisir, puisqu'il y a toujours une question de est-ce qu'on a la culture du pays ou non, est-ce que c'est universel ou pas. Ouais. Et c'est qu'on doit beaucoup, on s'interroge beaucoup les uns les autres et on s'apprend beaucoup sur le pays d'origine, quoi. Voilà. Oui, j'imagine je dis peut-être des bêtises, mais un film américain tourné très proprement dans les codes d'Hollywood, comparé à, je sais pas, un film polonais qui ne répond pas du tout aux mêmes codes, ça doit être très dur de les départager. Non, pas vraiment, parce que vraiment, on juge d'abord l'émotion en premier, et après, de toute façon, on a tous il y a des films polonais qui sont super bien produits, comme des films américains qui sont faits juste avec une caméra au point et voilà, tout est différent, mais c'est vrai qu'on a accès à des films qui sont tous très différents de par leur pays d'origine, par leur qualité aussi, mais c'est tous des très très bons films et c'est très très dur de choisir. Ouais, j'imagine. Tu as dit que c'était l'émotion qui primait. Est-ce que c'est pour toi aussi le cas dans le jury national ? Nous, du coup, on a eu une grande diversité de films et ceux qui nous ont le plus touchés, en effet, on avait ils nous touchaient émotionnellement et aussi politiquement. Politiquement, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la compétition nationale ? Quelques films, oui. D'accord, ok. Et du coup, qu'est-ce que tu chercherais dans un film vainqueur, sans spoiler ton verdict ? Quelque chose qui nous parle à nous en tant qu'étudiants d'abord et qui puisse parler à un grand nombre de gens et des films qui nous touche. D'accord. Merci beaucoup. Et venons du coup sur le Labo. C'est un peu la catégorie ovni du court-métrage. Gaston en parlait d'ailleurs en début d'émission.
Pourquoi le labo? Pourquoi? Quand je dis que c'est un peu l'ovni du court-métrage, c'est le scénario classique, c'est on va se faire une séance, oui, ok, international, national, labo, oh, pas labo, c'est bizarre. Alors, est-ce que... Déjà, j'imagine que tu apprécies les films du labo. Forcément, et surtout, nous, en étant un jury qui vient d'école d'art, en fait, des beaux-arts, ça nous intéresse parce qu'on travaille tous plus ou moins la vidéo, le court-métrage, et on aime ces formats-là. Et c'est vrai que l'expérimentation, c'est quelque chose qui fait partie de notre cursus aussi, et de nos réflexions au sein, en fait, d'écoles d'art. Ouais, d'accord. Mais donc, est-ce que tu penses que ce bagage d'études des beaux-arts est nécessaire pour apprécier un film du labo? Non, pas du tout. Je ne pense pas que ça soit nécessaire. Parce que après, le labo, c'est pas forcément des ovnis, en fait. Il y en a plein, ça va être de l'expérimentation, ça va être des manières différentes de voir les images. Par exemple, dans la sélection labo de cette année, il y a des films où il va y avoir des images d'archives, des images qui sont tournées maintenant, de l'écriture, et tout ça sur un seul court-métrage, donc plein de formats qui vont se mélanger d'un coup. Et c'est assez novateur. Parce que c'est pas plat, mais du coup c'est pas pourtant ovni ou super étrange ou inaccessible. Ouais. C'est ça qui est bien avec le labo, c'est qu'à la fois on va aussi avoir de l'animé, des films avec une visée politique et des films qui vont vraiment être contemplatifs avec un traitement de l'image différent. D'accord, ok. Donc en fait, ce que je ressens dans ton discours là-dessus, c'est qu'en fait il faut se laisser surprendre par le labo. Exactement, il faut pas y aller avec des a priori ou c'est trop étrange ou c'est pas accessible. S'asseoir et laisser les choses se faire. Après, quand on est en salle de cinéma, forcément, c'est autre chose que devant l'ordinateur, mais se laisser surprendre et porter par les films du labo. Ouais, bon, du coup, ma question toute prête, elle tombe un peu à l'eau, parce que si je te demande ce que tu cherches dans un film vainqueur, tu vas juste me dire j'attends d'être surprise. Oui, à la fois d'être surprise, d'avoir une... Après, un film vainqueur, c'est assez difficile. À déterminer dans le labo parce que justement on a beaucoup de films qui sont différents avec des manières de voir les choses différentes et on ne pourrait pas prédéfinir à l'avance ce qu'on veut dans un film vainqueur. Surtout qu'on est 4, c'est aussi quand on parle en fait de films, on échange et il y a des points de vue en fait et des choses qu'on va voir différemment. D'accord, ok. Et ça rejoint le sans a priori quand on va au labo. Ouais, d'accord. Ok, super. Alors une dernière question. Rebelote, sans spoiler votre verdict, si vous aviez une séance à conseiller dans votre... je présume que vous les avez déjà toutes vues. Ouais, c'est le cas. Ouais. Quelle séance est-ce que vous conseillerez à nos auditeurs? Moi, je pense que c'est bien de se laisser surprendre et justement de scroller sur le site et voir une séance et juste y aller sans attendre parce que je pense qu'on est, avec la sélection qu'il y a cette année notamment, on peut pas être déçu par... un programme en particulier. Ouais. Et je pense que c'est mieux de se laisser tenter, surtout en international, où dire un programme, ça a moins de sens, je trouve, alors, puisqu'ils sont tous très, très différents. Quoi. D'accord. Vous voulez rajouter autre chose? Pour le labo, je pense qu'il y a un petit peu un consensus sur un labo qui est accessible et agréable à regarder. Il y a le L4, par exemple. C'est vrai que les labos, des fois, on peut avoir peur, mais là, L4 est chouette. Elle est accessible, d'accord. Ouais, voilà. Et en compétition nationale, qu'est-ce que tu nous conseillerais? Nous, on est beaucoup à avoir beaucoup aimé la F10 parce qu'il y avait des films très divers avec beaucoup d'énergie, très intéressant. Et la F5 aussi. F10 et F5, super, merci beaucoup. Allez, une dernière question pour la route. Loubna, tu me disais qu'il y avait vraiment le gratin, la crème de la crème dans toutes les compétitions cette année. Ce qui est étrange parce que c'est une édition à distance. C'est quoi vos avis à toutes personnellement sur cette édition à distance du Festival du court-métrage? Je pense que ça change la saveur du festival en présentiel puisqu'il n'y a pas le public et c'est très important de voir des séances avec un public parce qu'il y a les rires et les réactions en direct qui sont très intéressantes, mais à la fois ça change pas sur les films qui sont sélectionnés puisqu'ils ont été tous produits des années avant et je pense que ça va plutôt être inquiétant pour les prochaines éditions que là cette année ça se passe bien encore. Ouais. Et après, c'est un peu ce que Ben nous disait dans sa chronique. Peut-être que l'avenir du court-métrage se rapprochera un peu du format qu'on a connu cette année. Et est-ce que c'est excitant? L'avenir nous le dira. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Et notre très cher Jean-Bernard vous a concocté un petit massacre sonore. Ah bon? On m'avait pas dit.
On t'avait pas dit ça, sans transition, il n'y a rien. Sans transition, je ne connais pas ton massacre sonore, c'est toujours des surprises. Eh ben pour moi aussi, c'était une surprise. Je ne l'ai pas répété. Ah, mais si, bien sûr. Alors, je vais me lancer moi-même. Voici l'instant, Jean-Bernard, troubadour du 7e art. À la radio, vient te conter l'histoire du cinéma. Bon, alors on va la faire en chœur. On va chanter si vous voulez bien. On va chanter. Vous savez tout chanter? À chanter. Tout le monde la connaît. On ira tous au cinéma, toi et moi, peut-être avant 2043. On verra tous les youtubeuses, les youtubeurs lâcheront leur tuto de make-up. Plus besoin de cacher ton acné. Le cinéma, c'est dans l'obscurité qu'on retournera tous au ciné. 3, 4, on ira tous au cinéma, toi et moi, peut-être avant 2043. Moi j'y crois pas. Fini de mater sur un PC des films conçus pour 40 mètres carrés. En plus le mien il a un son à chier. En attendant j'ai une idée, projeter la grande bouffe au supermarché. Suicide gastrique, relance économie. 3, 4, on ira tous au cinéma. Moi, peut-être avant 2043. On y croit. Un masque de plongée, un collant sur la tête, de vieilles chaussettes qui puent les baskets pour filtrer l'air contaminé. Je suis prêt à tout pour y retourner. On ira tous au cinéma, toi et moi, peut-être avant 2043. On verra. L'élu culturel, c'est pas leur problème. Il paraît que c'est pas de première nécessité pour cultiver ton jardin secret. Y a les bons produits du super pré-mâché. Dernière. On ira tous au cinéma, toi et moi, peut-être avant 2043. On verra. Ne crois pas ce que les gens disent, c'est ton cœur qui est la seule église. Laisse un peu de vague à ton âme. N'aie pas peur de la couleur des flammes de l'enfer. On le dit jamais assez, mais Jean-Bernard, tes compositions dans les matinales, le mercredi matin nous manquent. Elles nous manquent cruellement. Je suis plus du matin. T'es plus du matin. Moi non plus, si tu savais. Ouais, je le sais. Ça se lance des petites piques comme ça? Maintenant, tout le monde le saura, chers auditeurs. Parlez-nous de vos influences pour cette dernière composition, Jean-Bernard. Comme d'habitude, Black Sabbath, Iron Maiden, et puis René Latop. Il paraît qu'il faut toujours dire René Latop et Aznavour. Oh merde, René Latop, j'avais pas entendu ça depuis tellement longtemps. Eh ouais. Oh, ça remonte. Voilà. Bon, eh bien, nous voilà tous bien rafraîchis. On met un petit jingle histoire de respirer 2 secondes. Dites, j'ai un trou de mémoire. Vous pouvez me dire le titre de votre plus grand film? Ou nous le mimer? Oui, essayez de nous mimer le titre de votre plus grand film, s'il vous plaît. C'est un peu court, quand même. Voilà, exactement. Et c'est de retour sur 93.3, 83.13, je ne sais plus, c'est Radio Puscan, Radio Campus. L'émission, c'est Quoi qu'il en court, l'émission spéciale du court-métrage. C'est ça, 4e édition. Il y en aura une demain, n'oubliez pas, restez branchés.
Et on a tout de suite une interview faite par Julien, de la réalisatrice Sophie Beaulieu, qui a réalisé le court-métrage Salem. Sophie Beaulieu, bonjour. Bonjour. Votre court-métrage Salem est sélectionné pour la 43e édition du Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand, dans la sélection nationale sous le code F2. Et pour reprendre le résumé du court-métrage, ça se passe dans une grande propriété en pleine campagne, lors d'un week-end en famille. Les hommes sont contents d'eux et les femmes sont efficaces. Personne ne songe à remettre en question l'ordre des choses, mais la nouvelle femme d'un des oncles vient semer le trouble. Alors, comment est né ce court-métrage si vous pouvez nous raconter la genèse, en fait. Alors oui, l'idée du projet est arrivée comme ça, tout d'un coup, comme une révélation, il y a longtemps, donc ça a eu le temps de mûrir, lors d'un week-end familial. Que moi, je viens de milieux sociaux un peu variés, mais une partie de ma famille qui vient d'un milieu un peu bourgeois comme ça. J'ai eu l'envie d'écrire une comédie politique sur ce milieu auquel je suis attachée, mais dont je vois les aliénations, les comportements absurdes qui sont, comment dirais-je, maintenus d'une génération à l'autre avec détermination et puis sans remise en question, quoi. C'est un des thèmes du court-métrage, les personnes qui sont installées dans cette tradition, la nouvelle femme qui intègre la famille et qui du coup n'a pas les codes. Exactement. Et on voit également la nouvelle génération avec les enfants qui, eux, non plus, n'ont pas les codes. Tout à fait. Alors en fait, l'idée, c'était d'avoir cette nouvelle femme qui jette un pavé dans la mare de manière spontanée. Il n'y a pas de préméditation, il ne s'agit pas de, je sais pas, d'un vrai film de vengeance ou je sais pas quoi. C'est vraiment, elle est spontanée, elle jette un pavé dans la mare presque sans le vouloir, mais avec une vraie liberté en fait. Elle se trouve une petite complice qui, elle aussi, voit un peu les travers de sa famille. Et puis ensuite, effectivement, il y a l'autre génération qui sont les enfants et qui ont pas de... Les enfants, ils ont des comportements qui sont aussi très spontanés, mais comment dire, ils sont encore ouverts, ils sont pas prédéterminés. On le voit avec les cadeaux qu'on leur offre. Alors oui. Le film est extrêmement caricatural, mais au final pas si loin de la réalité, parce que globalement tout le monde s'y retrouve. Et dans les cadeaux qu'on leur offre, il y a un vélo pour le garçon et une poussette pour la fille. Ah oui, parce que ça paraît caricatural, mais c'est tout à fait la réalité. Les gens ont beaucoup de mal à se détacher des cadeaux pour les garçons et des cadeaux pour les filles. En ayant des cadeaux pour les filles qui relèvent de la maternité, la poussette, et des cadeaux pour les garçons qui relèvent un peu d'une espèce de conquête à l'extérieur, comme le vélo qui permet de partir à l'aventure. Mais ça existe, moi j'ai vécu ça. Hein. Oui, non, tout à fait. Et du coup, après on se rend compte que les enfants ont inversé leurs cadeaux parce qu'ils préfèrent jouer avec le cadeau de l'autre. En fait. C'est incroyable parce que alors, ça me fait vraiment plaisir que vous ayez vu ça. Parce que, évidemment, les enfants ont inversé leurs cadeaux. Et ça montre qu'en fait la nouvelle génération n'est pas encore formatée par tous les codes de la société. Tout à fait. En fait, les enfants dans ce film, parce que il y a une forme un peu de dénonciation dans le film, par la scène de l'anniversaire, je la voulais un peu oppressante et cruelle. Et en fait, les enfants, ils sont porteurs d'espoir. Et du coup, l'arrivée de cette nouvelle personne dans la famille, ça coïncide avec l'arrivée d'une sorte de surnaturel dans cet après-midi familial. Ouais. Il y a des événements inhabituels qui arrivent, il y a même des répétitions dans les dialogues des acteurs. Quelle était votre volonté derrière ça, en fait? Alors il y a plusieurs choses. J'aime bien tout ce qui est lié au surréalisme et tous les symboles qu'on peut faire passer à travers ça. Mais surtout, en fait, dans un week-end familial comme ça ou dans un moment de famille comme ça, on peut être traversé par des pensées absurdes comme ça. Tiens, je me ferais bien un tennis là. J'en peux plus les entendre parler. Ah, je ferais bien un tennis. Bon, et donc j'ai poussé un peu ça. En imaginant qu'au par moment on peut sortir de la réalité. Mais pour la répétition, c'est parce que en fait c'est un peu le sujet, c'est-à-dire qu'on répète les mêmes choses, tout tourne autour des repas, et on a comme encore une fois en particulier les hommes, mais les femmes adhèrent aussi à ce système de valeurs, mais il y a quelque chose qui fait qu'ils sont épargnés entre guillemets par le doute. Il y a une espèce de flemme un peu, on est content de nous, on a l'habitude, on est bien, de toute façon ils sont dans une position de société dominante et ce qu'ils font, ce qu'ils disent, c'est bien. Donc ils répètent en fait, ils les répètent même sans réfléchir. Donc c'est pour ça qu'il y a une scène, parce qu'il y a une scène d'apéritif au déjeuner et il y a la même scène d'apéritif au dîner avec l'événement qui a eu lieu au milieu, quoi. Et cette répétition montre l'absurdité de la scène de base en fait. Bah oui. C'est que malgré tout, on s'accroche à ça. On s'accroche à ce qu'on connaît, ce qu'on nous a appris, ce qu'on veut répéter, ce qu'on veut inculquer, ce qu'on veut... c'est ça l'idée. Oui, parce que globalement, les hommes sont extrêmement perturbés par ce déraillement.
mais ils restent dans leur routine. Exactement, il y a une sorte de dualité dans leur comportement en fait. Oui, c'est vrai. En fait, ils sont extrêmement perturbés d'abord parce que tout ce qui est lié à l'autre, au cambriolage, ce qui est fait exprès, qui est un peu gros, mais qui est fait exprès parce que c'est un petit message, c'est qu'il n'y a pas une seconde où ils pensent que c'est les femmes jusqu'à la fin. Et donc, effectivement, ils s'accrochent au rituel. On s'accroche au rituel en fait qui rassure. Mais ils sont très perturbés parce que oui, de toute façon, il y a même un des personnages, qui est le patriarche, là, qui les dit. Bon, n'en parlons plus, parce que, évidemment, le meilleur moyen de rester dans un statu quo, c'est de ne pas parler, c'est de pas avancer, de pas... Oui, de ne pas nommer les choses, oui, c'est... Exactement, et de ne pas faire cas, de ne pas nommer les choses, tout à fait. Vous m'avez aimée servante, m'avez voulu ignorante. Forte vous me combattiez, faible vous me méprisiez. Et du coup, l'anomalie de cet après-midi, elle est soutenue par une chanson d'Anne Sylvestre, Une sorcière comme les autres. Comme les autres. Vous avez choisi cette chanson avant de faire le court-métrage, Vous l'aviez en tête dès le début? Ouais. Alors en fait, j'arrive plus à me souvenir par quel biais. J'ai entendu parler de cette chanson, et notamment par l'interprétation qu'en avait fait Pauline Julien, avec Anne Sylvestre, mais aussi toute seule. Et j'avais mis cette chanson au scénario, parce que je trouvais que c'était vraiment une chanson jubilatoire. Elle est vraiment, elle donne des élans de liberté, et puis les paroles sont quand même hyper fortes. Donc on l'avait mis au scénario. Et ensuite on avait envie de l'entendre réinterpréter par une chanteuse, j'ai envie de dire de ma génération, quoi. Enfin voilà. Et donc on a fait réinterpréter par Barbara Carlotti, qui a accepté de le faire. C'est super. Qui l'a fait pendant le confinement et tout. Anne Sylvestre nous a quittés le 30 novembre dernier, et c'est une sorte d'hommage en fait maintenant. Ouais, pour vous dire, je crois que j'ai appris que mon film était sélectionné à Clermont. Je sais pas si c'est pas le lendemain de la mort de Anne Sylvestre, parce que j'étais attristée. On a échangé là-dessus avec Barbara Carlotti. Et je suis contente, très contente d'avoir mis cette chanson dans mon film, qui est vraiment un hommage à la liberté des femmes, à une forme d'émancipation bienveillante et joyeuse. Oui, c'est une chanson qui date de 1975 et qui est toujours d'actualité. La chanson invite les hommes à laisser les femmes s'émanciper sans qu'ils en... Tout va bien aller, quoi. C'est ce qu'elle leur dit. Oui, de ne pas porter de jugement, de ne pas les enfermer dans les cases. Exactement. Et elle dit que surtout n'ayez pas peur, tout va bien. Laissez-nous prendre notre place. Il ne vous arrivera rien de mal. C'est ce qu'elle dit. Est-ce que, du coup, le titre Salem est en référence aux sorcières de Salem? Ouais, alors, en fait, au départ, le film devait s'appeler La Maison Fine. Au tout départ, il y a longtemps, avant qu'on fasse du repérage et tout, parce que j'avais eu l'idée dans une maison qui était magnifique, mais qui était très très large et peu profonde. En fait, quand on rentrait dans la maison, on était tout de suite en face, enfin tout de suite de l'autre côté, ce qui est quand même très fort en symbole. On a eu une vraie question sur le titre avec Martin Verdian, le producteur et tout, puis avec d'autres personnes. Et en fait, c'est un ami, Patrice, un ami de la monteuse du film, Carole, qui est une personne que j'admire beaucoup et qui a vu le film et qui a eu la révélation du titre. Il a proposé plusieurs titres, dont celui-là, et celui-là m'a paru tout à fait juste parce que, en fait, dans l'histoire de Salem, le drame de Salem, il y a plein de choses. Ça en dit très long, évidemment, sur le patriarcat en général, mais sur l'ignorance, sur la peur de l'autre, sur l'identité des sorcières, mais surtout, qui sont les sorcières. Et puis moi, dans ce film-là, j'avais envie de répondre à la question où sont les sorcières. C'est un autre ami qui m'avait dit ça. Et du coup, c'est comme Salem, c'est une espèce de symbole qu'on peut transposer à plein d'endroits. Est-ce que lors du passage sous le pommier où les deux femmes mangent des pommes, est-ce que c'est une référence biblique à la pomme croquée par Adam et Ève, ou c'est moi qui vais trop loin? Oui, tout à fait. Une référence absurde, c'est-à-dire que comme Adam et Ève, c'est le commencement et que cette histoire de la femme qui croque dans la pomme, oui, évidemment. Il y a cette référence-là, oui. D'abord, il y avait l'idée que, parce que, je sais pas si vous l'avez vu, parce que c'était visible, mais tous les plans en extérieur sont un peu plus larges que les plans en intérieur. Donc il y avait l'idée de saturer un peu les couleurs, d'une espèce d'énorme prise de liberté. Elles sont dehors, elles sont libres, elles se sont fait un tennis dans le salon, et puis elles sont sous un arbre, à la Tom Sawyer un peu. Et puis oui, elles croquent dans cette pomme, et je dis, en fait, ça mélange, c'est à la fois la référence à cette histoire biblique. Donc elle dit prends des pommes au cas où, et puis il y a aussi la référence à la vie domestique.
disais prends des pommes au cas où. On n'est pas parti se promener inutilement, on a ramené des pommes pour faire des tartes aux pommes, quelque chose comme ça. Ah d'accord, moi je voyais ça comme une promesse qu'elles allaient recommencer leur bêtise en fait, et elles prenaient d'autres pommes pour prendre des forces. Du coup je vais m'approprier ça, je vais dire ça. Mais non, mais c'est une bonne idée bien sûr. Oui, prends des pommes au cas où on va recroquer dans la pomme. Ouais. Oui, voilà, j'avais compris ça comme ça. Non mais c'est en ça que le film est très fort, c'est que il montre, en poussant, en étant caricatural, il montre l'absurdité de toutes les situations actuelles que l'on peut vivre au quotidien lors d'un repas de famille. Ouais, l'idée c'était vraiment d'être border burlesque, enfin dans un truc appuyé, mais en fait proche de la réalité effectivement. J'aime bien qu'on reconnaisse la réalité, mais qu'on n'y soit pas tout à fait quoi. C'est toujours un peu à la limite. Oui, non, mais ça marche très bien. Moi, je ne serais pas étonné qu'on puisse faire un reportage dans une famille qui ressemble totalement à votre film, en fait. Ah, mais bien sûr. Ah oui, non, mais pour le coup, je suis très renseignée. D'accord. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai. Je vous prie, ne m'inventez pas. Vous l'avez tant fait déjà. Est-ce que ce court-métrage va vivre en dehors de Clermont? Quelle va être son actualité? J'espère. Alors, en tout cas, il était à Pantin Panorama en juin dernier, aussi en version numérique, puisque le festival de Pantin n'a pas eu lieu physiquement. Il est à Clermont et puis il va être diffusé sur France 2, 7 février, à 1h du matin, un truc comme ça, donc il est en replay aussi. D'accord, mais c'est très bien, c'est pour les gens qui n'ont pas acheté le pass pour le festival, ils auront l'occasion de le voir et de le revoir sur France 2. Et quels sont vos projets en cours? Vous avez d'autres projets actuellement, en cours d'écriture, en cours de tournage? Là, je continue, parce que sur mon précédent court-métrage, j'avais travaillé sur le mythe du western, sur les héros masculins, et ce que ça implique en termes d'attente pour les hommes. Et j'aime bien travailler sur le fait de déjouer ça, de créer des personnages dont on pourrait attendre des choses, des codes un peu, des comportements très virils et qui sont pas du tout à cet endroit-là. Donc j'écris un long métrage sur ce sujet, très différent du court métrage que j'avais fait, mais sur ce sujet-là. Et je crois que je devrais poursuivre toujours dans cette dimension comédie politique, qui est un peu le cas de Salem. Oui. Donc je vais faire ça, et sinon j'ai écrit avec une amie qui ne fait pas du tout ce métier, mais une série qui raconte l'histoire de 3 sœurs pour travailler sur des personnages féminins, 3 sœurs au parcours différent, inspirées de séries américaines style Girls ou Transparent. Là aussi, peu conventionnelle. Voilà. D'accord. C'est en cours d'écriture. L'interview touche à sa fin. Est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter, une précision à apporter? Non, j'espère que ce petit film pourra vivre et être vu et commenté, et que je suis ravie que vous m'ayez donné l'occasion d'en parler. C'est toujours du bien d'en parler. Moi, le film m'a beaucoup plu, pardon. C'est vraiment un film à voir que je recommande à tous ceux qui nous écoutent. Ah ça me fait plaisir. Du coup, je vous dis merci Sophie Beaulieu. Merci à vous. Et je rappelle que votre court-métrage Salem fait partie de la sélection nationale F2 au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand. Je m'appelle du nom de la première sorcière brûlée en 1258. Je m'appelle du nom des 7 millions de sorcières brûlées vives jusqu'en 1782. Je m'appelle du nom de chacune des héritières de ces sorcières. Je m'appelle Pauline Julien. Je m'appelle Anne Sylvestre. S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreilles d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore
à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous émancelez mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie. C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur, ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue. Celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère, ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi je ne peux plus bouger. Et c'était la très belle musique de Anne Sylvestre, Une sorcière pas comme les autres, qui est quand même, je trouve, relativement en accord avec tout ce que Sophie Beaulieu nous a raconté sur son court-métrage. Et comme je dis toujours, quand c'est long, c'est trop long. c'est un peu court quand même. It's okay. But you're disappointed. Non. Ah si. Ah si. Et pour terminer, on invite le groupe de métal Clermontois. Vous êtes Clermontois ? Yes. Loxus. Bonjour Loxus. Bonjour. Alors, on a qui autour de la table ? Je vous invite à vous présenter un par un. Du coup, moi c'est Benjamin, le chanteur. Yes. Moi c'est Antonin, le guitariste. Moi Robinson, basse. Et Rémi à la batterie. Cool. Alors, comment est-ce que le projet Loxus a vu le jour ? Vu votre âge, je pense pas que c'était votre premier groupe. Et si. Alors, il a évolué, mais si, c'est un peu le premier groupe quand même. Ouais. À la base, c'est moi et Benjamin, du coup, on est meilleurs potes depuis vraiment longtemps. Et au lycée, on a décidé de faire de la musique. On est arrivé à Clermont après coup et on a monté un groupe. Là, il y a eu des évolutions différentes et après, Robinson est venu. Et c'est là que vraiment le groupe a pris la direction métal, on va dire. Parce qu'à la base, c'était pas du métal que vous faisiez ? On avait envie de faire du métal, mais vu que j'avais commencé la guitare il y a environ 3 mois avant de commencer le groupe, il n'y avait pas le niveau technique. Donc on a fait plus rock, truc sympa pour commencer, quoi. Ouais, je comprends. Ça, c'est très sympa pour les gens qui le voient. C'est vrai. Mais après coup, du coup, quand j'ai commencé à pouvoir faire des riffs un peu plus solides, on a commencé à se diriger là-dessus, quoi. D'accord. Alors, petite question que j'ai oubliée. Vos pronoms ? Quoi ? Vos pronoms. Il, elle, IL, neutre ? Il, pour tous ? Oui. Ouais, on va dire il. Hein. Ok. Parce que donc on sait tous que les métalleux et métalleuses adorent les étiquettes. Et donc pour revenir sur ce côté métal, comment est-ce que vous décririez votre style ? Wow. Et ben justement, on n'est pas trop étiquette non plus en fait. Nous, on fait un peu ce qu'on a envie de faire. Donc si on a envie de mettre des trucs qui envoient vraiment du gros lourd, on va faire des chansons bien lourdes. Et puis si on a envie de faire une chanson plus tranquille, mélodique, plus mélodique. On veut, quoi. Pareil, dans le chant d'ailleurs, on met un peu de tout, quoi, du chant, du scream, du growl, enfin voilà. Et après bon, on a une petite orientation un peu plus trash quand même, mélodique un peu. C'est exactement ce que j'allais dire parce que quand j'ai écouté votre album, au tout début je me suis dit ok c'est du death. Puis ensuite je me suis dit mais non c'est pas du death, non c'est plus du trash. Ouais voilà. Parce que on entend bien les riffs à la Megadeth, à la Big Four en général. Ça, oui. Et puis aussi au niveau du chant, je trouve que parfois évidemment genre tu growls et du coup ça donne ce côté très death, mais quand tu passes en mélodique, c'est un côté plutôt power. Oui voilà, c'est pour ça. On aime s'appeler power trash metal. Power trash. Oui, power trash. Il faut ça se dire avec un accent américain forcément. Power thrash metal. Voilà, c'est ça. Bien beauf, tu vois. Rien. Ça c'est le truc pour y mettre une étiquette justement. Voilà. Ok. Power thrash metal. Ok. Alors moi j'ai une question sur la construction de comment vous construisez vos morceaux. Est-ce que vous commencez toujours par un riff de guitare ou c'est d'abord la batterie ou alors la majorité des morceaux ça a été la guitare d'abord. Ouais. Donc au début c'était surtout moi qui, de toute façon c'est en faisant un peu de la merde, en faisant ce qui venait et tout, et en apprenant comme ça, qu'on a commencé à trouver des riffs. Après Robinson, qui du coup était le bassiste, mais qui était on va dire assez bon pour composer la batterie, a fait les pistes batterie. Et puis Benjamin du coup a fait quand même un peu d'arrangement, a fait les paroles et le chant, quoi. Ouais. Souvent ça a pris cette direction.
Mais après, Robinson a quand même composé beaucoup aussi de riffs de guitare aussi. Enfin, voilà. Et puis là, du coup, on recompose un petit peu, là. On recommence un peu de composer pour peut-être un deuxième disque. Enfin, voilà. Et du coup, voilà, maintenant, c'est Rémi qui compose ses propres parties batterie, parce qu'on a resté longtemps sans batteur. Donc... Ouais, voilà. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de batteur. On a eu d'abord un album et ensuite un batteur, en fait. On a eu un long périple. Pour trouver le bon batteur. Il est tout neuf, le batteur. Alors, du coup, on va directement... Et du coup, donc on a du coup le noyau instrumental à la droite de la table, donc avec Antonin et Robinson. On n'a même pas fait exprès, quoi. Ouais, c'est vrai. Et du coup, donc ça part plutôt de ça. Et du coup, on a Benjamin qui dessus vient poser sa magnifique voix. Oh là, la douce voix. Oh J'aime bien faire de la ASMR dans les micros. Mais donc, quelles sont vos influences personnelles à chacun? Qui veut commencer? Vas-y, toi. Vas-y. Moi, alors là, c'est à la base Metallica quand même. Hein. C'est quand même une grosse influence. Metallica, Trivium, Sonata Arctica, qui est le premier groupe que j'ai en fait qui m'a amené dans le métal. Tous deux d'ailleurs. Ouais, voilà. En fait, c'est par ça qu'on a commencé à kiffer cette musique, quoi. Ah ouais? Ouais, Sonata Arctica. C'est marrant parce que pour la plupart des gens que je connais, c'est soit Black Sabbath, soit Metallica. Pas du tout. Moi, c'est Sonata Arctica. J'ai écouté au moins 8 albums avant d'écouter quoi que ce soit d'autre. C'était juste Sonata Arctica. Je n'étais pas métalleux, j'étais juste fan de Sonata Arctica. Et après, du coup, Metallica est venu, Trivium. Et même Avenged Sevenfold, quand même, grosse influence aussi pour moi. C'est ça qui m'a mis aussi dans les premiers albums à Email Scream et tout ça. Puis après, voilà, je te laisse Benjamin. Du coup, moi aussi je dirais Avenged Sevenfold. Après, maintenant, en ce moment là, j'écoute quand même vachement plus du In Flames. Ouais. Oh, super groupe ça. Ouais. Et du coup, je pense que sur la suite, ça va sans doute avoir une petite. Children of Bodom aussi quand même. Children of Bodom, ouais, clairement. Aussi pour le clavier. Bon, on n'en fait plus trop du clavier, mais au début, il y avait une idée de mettre du clavier, mais il y en a un tout petit peu dans les pistes, vous verrez. Mais... Du coup, Rémi Robinson, pour vous. Moi, ça a bien évolué. Au début, c'était plus Megadeth, Pantera, Iron Maiden, c'est des trucs un peu années 80-90. L'ancienne. Ouais, l'ancienne quoi. Là, ça a plus évolué dans. Ouais, metalcore, des fois des trucs un peu bêtes, des fois genre une Fontainellator, des trucs un peu plus... Bourrin, quoi. Ouais, même genre Architect, même Trivium. Hein. Ouais, Trivium aussi. Voilà, dans Trivium, c'est pour le groupe, dans l'ensemble, Trivium est quand même un modèle assez important. Ouais. Quelque chose de récurrent. Ouais. Et ensuite, pour moi, c'était principalement du coup pareil, Trivium, Azalea Dying, en fait tout ce qui était surtout metalcore après des années 2000, Killswitch, tous ces genres de groupes. Tous ces genres de groupes qui ont de la bonne grosse double grosse caisse. C'est ça. Où ça bourrine bien vite. Oui. Ouais. Et donc ma question c'est si vous avez l'occasion de faire un featuring de rêve. Non, de jamais. Dans le métal, bon, on fait des feats, mais moi. C'est la déformation professionnelle, c'est pour ça. Du coup, ce serait qui? Quelqu'un de vivant ou de mort? Ce serait une personne ou un groupe? Ouais, un groupe. On part sur les deux. Un instrumentiste ou une instrumentiste, puis un groupe. Dua Lipa. Shakira. Ça, je veux le voir. Oh, merde. Pardon, parenthèse, mais vous rigolez, mais Britney Spears a fait un peu de métal et franchement. On rigole à moitié. Hein, non, mais oui, quand on rentre de répète, on écoute quand même de Dua Lipa. On a eu du métal pendant 3 heures, du coup, en rentrant, on écoute des conneries. On écoute. Shania Twain. Oui, ça sonne trop bien aussi, tu vois, c'est différent. Un petit Johnny. Angèle et tout. Ah si, featuring Johnny. C'est oui. Oh, ah ouais, alors ça. On sera passé de l'autre côté. Sérieusement, moi, quand même, en featuring quand même James Hetfield, ça serait un rêve, quoi. Ça serait quand même un truc de ouf. Pour un carré des Aujourd'hui, le problème, si tu pouvais ramener James Hetfield des années 89-90, ça serait là, ça serait vraiment le top. Tu vois. Le mulet. Mais c'est mon rêve. Sombre époque, le mulet. Non, c'est magnifique. Non, tu peux rien dire. Ah non, parle pas du mulet. Il savait y faire à l'époque. Parle pas du mulet. Ok, donc James Hetfield et puis on va dire un collectif de Zikos avec qui vous aimeriez faire, je sais pas, un grand show à 12. Trivium. Okay, question con, réponse con. Ah ouais, c'est... Pas que Trivium soit un groupe con, loin de moi cette idée. Ah ouais. On va passer à la question technique, parce que moi j'aime bien, et je vois qu'il y a plein de petites machines un peu partout. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en vite fait votre config pour les auditeurs, s'il vous plaît? Rémi et Rob, c'est les deux techniciens. C'est le gros tech. On a le coin technicien là-bas. En gros, on a mis au point un système de retour intra, enfin pour nous personnellement, pour qu'on puisse faire nos niveaux de retour à notre guise, on va dire. D'accord. Donc en gros, tu as tous les instruments qui vont rentrer dans la table de mixage. Ouais. Et après, avec... De quoi? Qui est dans le rack, du coup.
Et en gros, après, avec l'ordinateur, on va pouvoir régler tous les niveaux. Donc c'est une batterie électronique. Ouais. Après, aussi, on peut adapter à une batterie conventionnelle. Si on a besoin de mettre une batterie acoustique, on peut aussi. Là, c'est pour simplifier. C'est surtout venu parce qu'on devait s'adapter aussi à faire des petites scènes qui n'ont pas forcément une acoustique de ouf. Et quand on fait du métal et qu'on ramène une vraie batterie, déjà c'est compliqué. Parce que tu es obligé de mettre ta guitare à fond, ça arrache un peu. Le public, faut prévoir les bonnes pièces. En vrai, c'est tout un bazar. Du coup, au final, c'est un moyen vachement pratique d'avoir un bon son à moindre volume, quoi. Exactement. Ouais. Surtout pour du métal. Ouais, voilà. Du même niveau instrument, on n'a plus d'ampli. Enfin, on pourrait, mais là, on a un peu minimisé le truc, quoi. Ouais, c'est un simulateur, du coup. Voilà. Là, c'est votre config mini, en fait. C'est ça. Voilà, c'est la config mini, mais pas en prix, par contre. Voilà. Config de poche un peu salée, mais... Donc ça c'est la config mini. Alors la config maxi, elle doit être. Il y a les 4.12, il y a tout le bazar, quoi. Alors pour les néophytes 4.12, les baffes, quoi. Gros baffle. Après, on n'a pas une grosse config de concert, mais. Parce qu'on a reçu d'autres groupes qui arrivaient avec il y en avait 25, c'était assez impressionnant. Tu te demandes vraiment si. En gros, dans la pédale, t'as t'as pas des centaines d'effets, je crois. Oui, large. Ouais, tu peux ce que tu veux, tu peux passer d'un clean à un gros son de death metal, puis voilà, quoi. Trop cool. Ouais. Bon. Et du coup, parlons plutôt de vos compos qui sont sortis. Vous avez sorti un album Origin qui est sorti en 2020. Yes. Excellente idée, ça, de sortir un album en 2020, c'était le meilleur truc qu'on a jamais fait, ça. Le 15 février, très exactement, un bon choix. Il a pas duré très longtemps avant le confinement, en fait. Il a duré même pas un mois, quoi. 3 semaines. On a enchaîné quelques concerts. D'ailleurs, le dernier s'est fait ici. Ouais, c'est vrai. Près du Bourgeon. Ouais. Je m'en souviens d'ailleurs. Et après, c'était fini. J'ai mis le t-shirt. Il a le t-shirt. Le t-shirt représente et tout. Représente l'Utopie, un petit shout-out. Bref, donc cet album Origin, donc j'ai vu que c'est un album concept. Comment est-ce que vous en êtes... Parce qu'un album concept, pour les auditeurs et auditrices qui ne savent pas, c'est un album qui est censé s'écouter dans son entièreté, où les chansons ont tout un lien entre elles, soit ça raconte une histoire, ou ça explore un concept et différentes facettes d'un concept. Et normalement, c'est un projet assez ambitieux, qui prend quand même beaucoup de taf. Ouais. Comment est-ce que pour votre premier album, vous êtes dit, allez, vas-y, ça part sur un album concept? En fait, l'ambition principale, c'était aussi de faire un premier album, parce que souvent, ce qui arrive quand on fait un premier album et qu'on n'est pas connu, c'est qu'on fait un truc qui est pas ouf, en fait, souvent. Parce que on n'a pas les moyens. Souvent, c'est un problème de moyens. On n'a pas les moyens, on n'a pas les gens qui nous accompagnent, des trucs comme ça. Du coup, on a voulu faire un truc en fait qui resterait dans notre discographie et qu'on regretterait pas plus tard, en fait, quand une fois, si jamais on arrive à faire de ce groupe-là un truc bien, et que 5 albums plus tard, le premier album, ce soit pas le petit enfant. Voilà, c'est ça. De un peu tout ou rien. On n'avait pas envie de faire un EP de 6 chansons un peu mal enregistrées pour. Donc voilà. Du coup, on s'est dit, on fait un truc beau, on essaye de vraiment faire un enregistrement propre. On est allé en studio pour le faire et on a demandé aussi à Stan Decker de La Roche Blanche, qui bosse avec énormément de groupes de métal. Il a bossé avec Dragon Force par exemple, il a bossé avec Megadeth, il a bossé avec énormément de groupes. Et il nous a fait, tous nos graphismes. Donc il y a la couverture et puis ensuite toute l'histoire est illustrée dans le livret. Donc au fur et à mesure des chansons, donc il y a une histoire qui se déroule, un peu en mode livre d'histoire, mais d'un monde parallèle. Donc c'est pas un personnage principal, mais c'est plus genre situation, cette guerre-là, ce peuple-là, des trucs comme ça. Un recueil de petites vignettes. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, tout ça, à chaque fois, il y a des illustrations. Par exemple, s'il y a une bataille, il va y avoir une illustration d'une bataille, genre sur le champ de bataille ou voilà, enfin des différents. C'était aussi le but d'avoir un album qu'on a envie d'avoir, quoi, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses dématérialisées. On s'est dit si on le fait en physique, autant faire un bel objet en soi qui donne envie, quoi, et qui c'est ça. Clair. La personne elle kiffe. Comment vous avez fait pour être en contact avec ce mec là qui a travaillé avec Dragon Force et tout ça? C'est le hasard? Comment j'étais venu? C'est juste un mail. C'est Hervé ou pas? Je sais pas. Non, c'est pas. Naissance à vous qui vous a donné le tuyau, c'est ça? Ouais, ça c'est sûr. C'est par connaissance, mais je sais plus qui c'est. Totalement oublié. Parce qu'en fait, du coup, vous saviez pas qu'il y avait un mec qui non, de ouf, La Roche Blanche, il bosse pour Dragon Force. C'était ça. Ça fait mais lui, il est vraiment ouf. Hein. Ouais, rien qu'à aller checker sa page Facebook, vous en mettrez plein les yeux. Toutes ces couvertures sont incroyables. C'est trop bien. D'ailleurs, j'ai vu que en voyant les visuels, en fait, direct, j'ai pensé Marvel. Est-ce que ça... Non, Marvel, mais tourné un peu côté Heroic Fantasy, tu vois, avec Wonder Woman qui a un passé d'Amazon. Et science-fiction surtout. Mais oui, c'est aussi des grosses influences dans. On est grands fans de Marvel. Nos vies perso, oui, carrément, ouais.
D'accord. Et donc l'enregistrement de cet album, est-ce que... Enfin, non, parlons plutôt de la conception de l'album. Donc vous aviez envie de faire un truc dont vous étiez fier. J'imagine que c'était un travail de longue haleine. Oui. Ouais. Ça a pris du temps et ça a coûté cher, mais on est fiers. Ouais. La composition, l'enregistrement, ça a pris après combien de temps tout ça? Après, c'était long parce que comme du coup j'ai commencé le groupe en même temps un peu que la guitare, entre guillemets, on va dire que les premières compos, elles datent quand même d'il y a 3 ans maintenant, tu vois. Genre, qui sont quand même dans l'album. Genre Hérétique, ça fait peut-être 4 ans, tu vois, que 2016, je l'ai composé. C'est la première chanson que j'ai faite, en fait. Je crois bien. Instrumentalement, c'est la première chanson que j'ai faite. Et après, petit à petit, du coup, c'était au final, plus j'apprenais la guitare, plus j'arrivais à faire des nouveaux trucs et on kiffait comme ça, quoi. Mais ouais, du coup, ça s'étale sur 3-4 ans au niveau des compositions et l'enregistrement, ça s'est fait en... on va dire une bonne année, hein, parce que le temps entre le début de l'initiation du projet et la fin, oui, il y a eu une bonne année, genre, parce qu'en gros on est allé une première fois dans le studio et au final on avait les pistes de chant étaient pas super et du coup on est retourné en studio, j'ai tout réenregistré le chant une deuxième fois. Okay. Donc mais après voilà, ça fait une expérience de ouf, hein. Ouais, expérience de ouf. Travail de longue haleine qui porte ses fruits, quoi. Parce que ça s'entend quand on écoute l'album, il est vraiment très propre. Merci beaucoup. J'ai reçu une petite claque quand même. Bon allez, une dernière question pour clôturer. Comment est-ce que vous vous projetez là dans l'avenir proche, on va dire? Dans l'avenir proche, chez nous. Non, mais avec le Covid, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Mais là, on a prévu un petit projet. Je sais pas si on peut en parler tout de suite encore. Bon, on verra. Peut-être pas trop s'avancer pour l'instant. Ouais, voilà, mais sûr que ça voit le jour, parce qu'à chaque fois qu'on a une idée, il faut des trucs techniques, il faut se réadapter et tout à se causer. On avoue, voilà, l'année qu'on vient de passer, elle nous a quand même mis un peu une claque, quoi. Le fait de pas pouvoir jouer alors qu'on vient de sortir justement ce projet qui est là depuis super longtemps et qu'on voulait faire bien et montrer un peu, total. Ah oui, ouais. carrément. Mais c'est pour ça, d'où ce set là un peu dématérialisé qui permettra, voilà, peut-être de faire des trucs un peu. En gros, on a pour projet, mais on verra bien. On verra bien. On s'engage pas. On s'engage pas, mais peut-être de faire des concerts en live sur Internet. Et du coup, peut-être inviter un truc événementiel, des groupes locaux, et essayer de faire des trucs où nous on joue, d'autres gens ils jouent, et enfin voir si on peut faire un truc sympa sur Twitch, un truc du genre. Sur Twitch, ouais. C'est vrai que la musique passe pas mal là. Bon, du coup, auditeurs, auditrices, si ce que vous allez entendre là dans le showcase qui va venir vous plaît, je vous invite à aller sur Twitch, regarder peut-être. Non, il n'y a pas de Twitch encore. Allez sur Facebook ou sur YouTube. Ok. Ou Instagram si vous voulez. Pour les actus, parce qu'il y a du matériau à venir. Vous êtes sur Bandcamp aussi, SoundCloud sur Spotify, si vous voulez, Apple Music, partout. On est partout. Pas Bandcamp, mais sinon tout le reste, ouais. Ils sont là, ils sont partout, dans nos campagnes, sur nos plateformes de streaming. Je cale une petite dédicace à ma petite sœur parce que c'est son anniversaire, je sais qu'elle écoute, donc voilà. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Vous nous faites une petite rendition métal de Joyeux anniversaire en première chanson? Joyeux anniversaire. Magnifique. J'harmonise à la tierce si tu veux. Allez. Donc on va vous laisser tape le bœuf. vous installer. Nickel. Et c'est de suite. Dans très peu de temps. Radio Campus 93.3. Restez branchés, vous avez gagné le gros lot. Merci. C'est parti, la première chanson, elle s'appelle Open the Iron Gate.
fight. Open your mind, leave this behind. Gotta get rid of this feeling of emptiness. Why do I live? What's my purpose? It's not written down, I feel I know it in my hands. But why are they torn? Set the flames free within me. Have to listen now to the other person. What is reality? Explode my own boundary. Pick up your courage and seize over the one who plays for the very size. Force on the bars, right the iron guy. Aim for your mind, and you will find. Rise to rise and fight. Open your mind, this is beyond. Destroy this sanity to see what's underneath. But what if I am wrong and know what's true all along? There will be no way back once silence made it back. I will bear all the fault. The double explode. I am no elder. What the double explode. Our descendants wall is what I made. Our descendants wall is what that I made. Force on the bars, right here and good. Fight for our mind, and you'll find me. Rise to rise and fight. Open your mind, leave this behind. Merci. C'est tout cool. On enchaîne direct parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a un set de 29 minutes et on a 30 minutes pour le faire. Donc je ne parle pas plus. On enchaîne sur Half Drops. Et c'est parti. Hey mother, will you tell me why the girl next door is that right from mine? Although they're weirder, I still cry when we play games. She's my source, Lord Bird. Although I cannot understand why I should hate one with who I walk hand in hand, I guess it's fine. The only truth that I can see follows one line. One answer, you have forgiven me when I ask why. Looking at it separated up and got our bonds of sympathy. Separator has abandoned us after he was abandoned by humanity. What makes the difference between two half-bombs? If I don't move
to stare me in the eye, I cannot feel any compassion for you. I'm right 'cause I don't see you trying, neither can I feel the things you do. Done to be born alive, but not perfect. Divided by decisions like just accept. Choose between a purpose in life and save yourself, or breathe to see for once in life and save yourself. To be separated up and cut up all the sympathy. Abandoned dust after he was abandoned by humanity. What makes a difference between two of them? A fight that never ends, a war that never stops. No last duration, just hate, the grudge, even when there's no sense. We are not the same, they are to blame. I see myself with a look at death. What makes the difference between two halves? A fight that never ends, a war that never stops. Merci. Merci. Bon allez, la prochaine chanson, elle est un peu plus longue, un peu plus variable, change un peu. Elle s'appelle Océan. Et entrez le piano. Drown in the ocean.
God of life. We shouldn't bring it to the night. We will not pay. The one who can say his reflection in the mirror. He has broken. Be the guardian of those who can see. Be the protector of morality. I want to escape from this crowd. Turn in thy pain, deeper in the thorn. Onward there is no return. Powers, it feels like a drop falling in ocean. The wave of everything crossing a wall, unfolding up and down into ocean. Turning ship in the right direction.
Merci. Merci. Ah, ça passe vite quand même, il nous reste 2 chansons là. Bon, il y a un petit changement de guitare. Moi, je me demande quand même combien de gens écoutent sur Internet et combien de gens écoutent à la radio. Sur l'Insta, ils étaient 10. Ok, parfait. Ça fait déjà 10 personnes de gagner. Tu me dis quand c'est bon, toi. Et puis on démarrera sur Heretic. Et celle-là, par contre, elle envoie un peu plus. Un peu plus rapide, un peu plus violent, un peu plus lourd. Et en plus, tout à l'heure, donc la première vraie compo de l'album. Bon, allez. Yes. Allez, la guitare est changée, on est prêt. C'est parti pour Heretic.
Ils sont tous partis, on les a fait fuir. Ouais. Seul. Enfin bref. C'est pas grave, de toute façon. Le prochain titre s'appelle Fighting the Wind. Et c'est parti. Vous êtes prêts les gars? Yes. Et ben c'est parti pour Fighting the Wind. Undoable, but we owe nothing at all. Dictating our life so we save the skin. As their species has grown in sin. Oh, we'll fight. I wanna go into the world. We will stand against the elephant freedom. Won't bring more fun to your battlefield. We'll leave the sword be and hold up a shield. We'll rise up and get out of your sight. There will be none left for us to fight. Our brothers have chosen to leave the side. To survive they gave up their pride. They chose their ally and left us to rot. Our same origin they forgot. Oh! We'll fight! I want to come and show you the world. We will stand against the free now. Won't bring more fun to your battlefield. We'll leave the sword be and hold up a shield. We'll rise up and get out of your sight. There will be none left for us to fight. Oh! Tired, weeded up. The boys say the madness of mankind. Fuck, we can save it. So close to us, only makes you blind. They took all they wanted, they took life for granted. Slowly rotting away in learning. Now it's time to accept the toilet, so you will never escape your own fate. Fight no more in this bloodthirsty race and this bloodthirsty rise. Fight no more, they let home go to waste and let home go to waste. Fight no more, brother look at my face, brother look at my face.
There's no more brothers. Don't walk away. Won't bring more fun to your battlefield. We'll leave the sword be and hold up a shield. We'll rise up again out of the sight. There will be none left almost to fight. Won't bring more fire to your battlefield. We'll leave the sword be and hold up a shield. We'll rise up again out of the sight. There will be none left almost to fight. Merci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités à Radio Campus, d'avoir accueilli. C'était bien cool. C'est bien amusé. C'était Loxus qu'on a eu le plaisir de recevoir en plateau, en showcase. Et on touche à la fin de cette quatrième édition de Quoi qu'il en court, émission spéciale de Radio Campus 93.3 pour le festival du court-métrage. On se dit à demain, même heure et même fréquence. Comme d'habitude, bisous. Bisous. C'était bon, hein. Ah oui, mais c'était court. Écoute, Radio Campus, c'est pas pire, c'est la plus belle des radios.